Oui, l'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, je requiers, s'il vous plaît, de faire observer une minute de silence en mémoire de tous les membres du corps judiciaire qui nous ont quittés pour traîner. Maître Rosama Dalia Myriam Mouter et Maître Akapo Pichier. Merci, monsieur le Président. Chers invités, nous avons prié de vous lever pour observer cette minute de silence en mémoire de nos chers de salle. Merci. Monsieur le Président, je vous reprends la parole pour vos réflexions en ce qui concerne la lecture du programme de ce matin. Monsieur le Président, je vais s'il vous plaît ordonner la présentation du programme de la cérémonie et faire passer dans l'ordre les différentes intervenants. Ici, au dossier, vous avez la parole pour nous présenter le programme de ce matin. Le programme a déjà commencé à 8h30 avec l'arrivée et l'installation des invités. 8h45 à 9h, entrée de la corporation. 9h, 9h15, allocation de Madame la Présidente de la Chambre nationale des notaires du Togo. 9h15 à 9h30, allocution du Président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo. 9h30 à 9h45, allocation du Président de la Chambre nationale des commissaires priseurs du Togo. 9h45 à 10h, allocution de Madame le bâtonnier. 10h à 10h15, allocution de la représentante des greffiers. 10h15 à 10h30, exposé par un conseiller à la cour d'appel. Le thème de l'exposé sera la délivrance des expéditions des décisions de justice, un parcours de combattant pour les justiciables. 10h30 à 10h45, allocution du garde des Sceaux, ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République. 10h45 à 11h, réquisitoire du procureur général. 11h à 11h15, allocution d'ouverture de la rentrée par le président de la cour d'appel. Et à 15h, plaidoirie gratuite pendant des vies au tribunal de l'Ouest. Merci, monsieur le dossier. Monsieur le procureur général, je vous retourne la parole pour une question en ce qui concerne l'appel du premier intervenant. Non, je vous prie de requiers, s'il vous plaît, faire passer au podium de l'intervenant. Monsieur le juge président de la Chambre des notaires pour son intervention. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, s'il vous plaît. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, de la Consolidation de la Démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps judiciaire, du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires, Madame la secrétaire exécutive de la Commission nationale, OADA, Madame la directrice du Centre de formation des professions de justice, Messieurs les présidents des cours et tribunaux, Madame la directrice de la nationalité et des sceaux, Monsieur le directeur général de la Société de recouvrement du Togo, Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, Monsieur le représentant de la Chambre nationale des notaires des justices, Monsieur le représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice du Togo, Monsieur le représentant de la Chambre nationale des commissaires priseurs du Togo, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la gendarmerie judiciaire, Monsieur le directeur général de la police judiciaire, distingués invités en vos grades respectives, Mesdames et Messieurs. L'honneur m'échoit de prendre la parole en cette cérémonie solennelle de rentrée judiciaire qui est une occasion de dialogue entre tous les acteurs de notre système judiciaire et l'instant qui est une occasion de dialogue entre tous les acteurs de notre système judiciaire et un instant privilégié pour faire l'état des lieux de toutes les professions de justice en vue d'améliorer nos performances. La préoccupation majeure de tout acteur de justice
est la satisfaction de l'usager du droit. Les thèmes de la présente rentrée judiciaire, à savoir la délivrance des expéditions, des décisions de justice, un parcours de combattant pour les justiciables, le juge togolais face à la fraude dans l'établissement du titre foncier sont l'illustration de la volonté du juge togolais et de l'ensemble du corps judiciaire de rendre un service public de justice désormais plus rapide, plus juste, plus équitable et au bénéfice des justiciables. Nous sommes bien en présence de deux thèmes préoccupants et délicats dont la résolution impacterait positivement la justice togolaise, nos administrations partenaires et la vie de nos concitoyens. Il est toujours important, en pareille occasion, de nous rappeler que le notaire incarne une facette de la puissance publique. La forme du sceau, symbole de cette autorité publique déléguée au notaire, donne à l'acte authentique qu'il reçoit d'une certaine force exécutoire. Le notaire doit à ce titre, par sa bonne écoute, son conseil, éclairer les consentements des parties pour qu'ils soient l'expression d'une liberté consciente des responsables. Puisque le notariat est une fonction préventive de conflit, le notaire est donc un partenaire privilégié de l'administration judiciaire et très utile à la société. Expert du foncier, il doit de son côté œuvrer à désencorser les tribunaux en offrant en partie des contrats équilibrés, rédigés avec soin et efficacité et un service rapide. La sécurité juridique est un facteur important qui influence le comportement économique des acteurs investissant dans l'immobilier, secteur en perpétuelle évolution. Cette dynamique doit être maîtrisée et accompagnée par le notaire afin que les transactions immobilières au Togo jouissent d'une sécurité juridique, ce qui contribuerait à l'émergence d'un secteur immobilier porteur et plus précis. Nous sommes persuadés que les solutions auxquelles aboutiront nos travaux contribueront à la réduction de la fraude foncière et que l'État togolais, dans l'optique des réformes foncières, adoptera des législations faisant du notaire un acteur incontournable de l'immobilier. Laquelle législation intégrera la prescription décennale en matière foncière au Togo afin de réduire la recrudescence des litiges fonciers devant nos tribunaux. Il serait souhaitable de supprimer les jugements contumatifs de ronde lorsqu'il n'y a aucun litige entre les parties. Compte tenu de la complexité de la charge du notaire, il est nécessaire de saisir l'occasion qui nous est offerte pour nous rappeler que la fonction du notaire doit être exercée dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Les valeurs éthiques de la profession doivent être assumées totalement par tous les notaires et ce aussi bien dans l'intérêt de notre institution que dans celui du justiciable. Par ailleurs, chargé par l'autorité publique d'instrumenter les actes auxquels la loi prescrit la forme authentique, le notaire a l'obligation de résidence et l'obligation de répondre aux réquisitions de ses concitoyens sous peine de délit de justice. À ce titre, le notaire doit jouir d'une protection légale. C'est pourquoi la loi numéro 2001-009 du 16 novembre 2001 portant statut des notaires comporte des dispositions qui prévoient le règlement des conflits entre l'usager du droit et le notaire. Ce mode de règlement s'exerce sous le contrôle de la Chambre nationale des notaires ou sous le contrôle du procureur général. Le respect de cette prescription par l'ensemble du corps judiciaire et par les officiers de police judiciaire contribuerait au respect de l'institution notariale et à la solidité des maillons du corps judiciaire. La courtoisie dans les rapports entre tous les membres du corps judiciaire est souhaitée. Je ne saurais terminer sans rappeler que la qualité de nos prestations dépend aussi bien de nous que des concertations régulières entre les membres de la grande famille judiciaire. Il nous revient donc de nous y appliquer pour une justice efficace, rapide, crédible et forte. Je vous remercie. Nous allons prier à présent Maître Sama Gocho, président de la Chambre nationale des juges de justice du Togo, à prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur le ministre des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le président de la Cour suprême, Excellence, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Allemagne, Excellence, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, Excellence, Madame le représentant du Haut Commissariat
aux droits de l'homme, Monsieur l'inspecteur général des services juridictionnels et pénitentiaires, Monsieur le procureur général de la Cour suprême, Monsieur le secrétaire général de la Cour suprême, Monsieur le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, Madame le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les conseillers à la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les avocats généraux de la Cour suprême, Madame le secrétaire exécutif de la Commission nationale Ouada, Madame la directrice du Centre de formation des professions de justice, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire, Madame la directrice de la nationalité et des Sceaux, Monsieur le président du tribunal de Lomé, Monsieur le procureur de la République, le tribunal de première instance de Lomé, Mesdames et Messieurs les chefs de juridiction et de parquet, Monsieur le directeur de la Société de recouvrement du Togo, Madame le patronnet de l'Ordre des avocats du Togo, Madame la présidente de la Chambre nationale des notaires du Togo, Monsieur le président de la Chambre nationale des juges de justice, Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale, s'il vous plaît, Monsieur le directeur général de la police judiciaire, Monsieur le chef-corps des gardiens de préfecture, Monsieur le chef-corps des personnes pénitentiaires, Monsieur le président de la CNDH, Monsieur le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Madame la coordonnatrice, Mesdames et Messieurs, chers invités, qu'il me soit permis de vous présenter au nom de la Chambre nationale des juges de justice du Togo quelques entraves à l'exécution des décisions de justice. La machine judiciaire est structurée et actionnée par plusieurs corps de métier, à savoir les magistrats, les auxiliaires de justice. Parmi ces auxiliaires de justice, il y en a qui ont la qualité d'officiers ministériels. Les commissaires-priseurs, pendant que d'autres ont la double qualité d'officier public et ministériel, agissant au nom de l'État en vue d'une bonne administration de la justice. Ce sont les juges de justice et les notaires. Le juge de justice a donc reçu la mission de service public, l'État lui ayant concédé une partie de ses pouvoirs en matière de justice. Les pouvoirs de juge de justice sont d'ordre légal et sa mission est fixée par les dispositions de la loi numéro 2011-043 du 30 décembre 2011 portant statut des juges de justice du Togo. L'article 1er alinéa 2 de la loi précitée dispose que les juges de justice sont les officiers publics et ministériels chargés de la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, de l'exécution forcée des actes publics que sont les jugements et les actes notariés. Ils sont également chargés des services intérieurs de juridiction lors des audiences. L'article 6 de la même loi dispose également que, sous réserve des cas pour lesquels la loi prévoit l'intervention d'autres agents publics, les juges de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seule qualité pour signifier les actes et exploits, faire les notifications prescrites par la loi et règlement lorsque le code de notification, le mode de notification n'a pas été précisé et ramené à l'exécution des décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les juges de justice procèdent en outre au recouvrement amiable ou judiciaire de toute créance. Le juge de justice, en tant qu'auxiliaire de justice, se voit confier par la loi des missions essentielles. Il participe au bon fonctionnement de la justice et à l'édification de l'état de droit. N'hésitons pas que le juge de justice est au début et à la fin du procès. Cela veut dire qu'il accomplit les formalités nécessaires au bon déroulement du procès, car c'est lui qui signifie les assignations pour une audience donnée. Que les parties s'y rendent ou qu'elles ne s'y rendent pas, c'est aussi lui qui leur fait part de la décision du juge. Le juge de justice permet à chaque partie au procès d'assurer sa défense en toute connaissance de cause. Le juge est l'un des auxiliaires de justice le plus craint par les citoyens. Il est un personnage emblématique, muni de pouvoirs importants sur la fortune du débiteur
et son action est diversement appréciée. Pour le débiteur, l'huissier de justice n'est qu'un monstre indésirable, alors que pour le créancier, l'action de l'huissier est plus que salutaire. En somme, l'huissier de justice professionnel privé, autonome, est un pivot dans le fonctionnement de l'État et de l'économie, car il est soumis à un ensemble de règles déontologiques strictes et disciplinaires, sous la supervision de la Chambre nationale des huissiers de justice et du parquet. Dans l'exécution de ces tâches, l'huissier est sans doute confronté à de nombreuses difficultés, parmi lesquelles se trouvent les entraves à l'exécution des décisions de justice. On distingue les entraves objectives et les entraves subjectives. Les entraves objectives liées à l'instabilité légale, aux instabilités conventionnelles, aux immunités d'exécution, aux délais de procédure longs et ennuyeux ne seront pas ici évoqués. Notre intervention s'attardera plutôt sur les entraves subjectives. Elles résultent indirectement d'une disposition légale de l'utilisation en est faite ou encore de la volonté d'une partie. Elles tiennent aux réalités sociales, économiques et politiques. Ces entraves sont les plus courantes, étant entendu que le juge de justice les vit à chaque fois qu'il est amené à exécuter une décision de justice. Les entraves subjectives sont inhérentes aux structures politiques, administratives, judiciaires et à l'influence des détenteurs du pouvoir financier. Elles ne sont pas les moins importantes dans la mesure où certaines d'entre elles sont inquiétantes et constituent non plus des entraves ou des obstacles, mais des menaces directes à la mission impartie aux juges de justice et qu'il leur appartient de combattre dans la mesure du possible, ou du moins de dénoncer. Ces entraves peuvent être classées en 3 catégories. La première est relative aux difficultés liées au manque de transparence des voies d'exécution. La seconde concerne la mise en œuvre ou l'efficacité des mesures d'exécution. La troisième s'intéresse aux interventions extérieures non judiciaires et destinées à suspendre ou à arrêter les voies d'exécution. Les difficultés liées au manque de transparence des voies d'exécution. Les articles 28, 29 et 38 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécution autorisent en premier lieu le créancier à contraindre tout débiteur défaillant et en second lieu font obligation aux tiers d'apporter leur concours et de ne pas faire obstacle aux procédures d'exécution. Mais force est de constater qu'à plusieurs reprises, les huissiers de justice baissent les bras, faute de pouvoir localiser le débiteur et d'identifier les biens, faute de renseignements suffisants sur les dits biens. À cet égard, les huissiers de justice ne sont pas logés à la même enseigne s'agissant de l'accès aux informations. Un clin d'œil est fait aux banques de la place qui, malgré l'obligation légale de nous donner des informations relatives à des saisies, ne collaborent pas souvent. Il urge de prendre toutes les dispositions à l'effet de leur faire comprendre qu'elles ont l'obligation de recevoir les huissiers à toute heure ouvrable et toutes les fois qu'elles en sont légalement requises. Dans certains pays, l'accès est direct et immédiat pour les huissiers de justice qui détiennent un titre exécutoire. Des dispositions leur permettent d'interroger tous les organismes sociaux ou privés qui détiennent des renseignements sur le débiteur et son patrimoine, alors que dans d'autres pays, ces accès sont soumis à des conditions strictes ou sont partiels ou alors il n'existe aucune disposition et le huissier doit se débrouiller sans aucune assistance. Dans ces cas, les entraves à la mise en œuvre ou à l'efficacité des voies d'exécution. Le huissier de justice doit faire face non seulement à une inertie certaine des institutions de son pays, mais également à l'organisation active de son débiteur qui déborde d'énergie et d'imagination pour mettre ses biens à l'abri
des foudres procédurales de ceux professionnels. C'est ainsi que fleurissent pour la seconde catégorie des contrats de fiducie ou de montage de sociétés écrans dans l'unique but stratégique d'échapper à l'exécution. Une autre difficulté est la lenteur des procédures ou des difficultés d'obtenir le concours de la force publique, alors qu'en réalité, toute décision revêtue de la formule exécutoire vaut réquisition directe de la force publique. Ces lenteurs ou difficultés sont autant d'entraves à la mission que doit accomplir l'huissier de justice. C'est le lieu de demander au parquet, tant d'instances que générales, de prendre des dispositions idoines pour une meilleure application de ce principe réaffirmé par le législateur communautaire Ouattara. Les obstacles liés à des interventions extérieures d'ordre non judiciaire. Ces obstacles sont des entraves inacceptables puisqu'elles ne résultent ni de la loi ni des efforts pour cacher ces biens. C'est le cas trop fréquent dans certains pays où des interventions extérieures viennent bafouer le principe de la séparation des pouvoirs. Peut-on parler d'état de droit lorsque l'exécutif s'immisce dans l'exécution d'une décision de justice en sommant un huissier de justice de suspendre sa procédure ou de donner main levée sur le champ d'une mesure d'exécution sous peine de sanction? Telles sont les difficultés quotidiennes auxquelles est confronté le juge de justice dans son rôle d'officier ministériel chargé de l'exécution des décisions de justice. Qu'il plaise à vous, Monsieur le Président de la Cour suprême, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur l'avocat général près la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour d'appel de Lomé, Monsieur le procureur général près la Cour d'appel, Messieurs les présidents des différentes juridictions, Messieurs les procureurs de la République, de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éradiquer toute entrave pour une meilleure exécution des décisions de justice. Je vous remercie. Monsieur Maître Sarambocho, président de la Chambre des huissiers de justice, pour son intervention. Nous prions à présent le président de la Chambre nationale des commissaires priseurs du Togo à prendre la parole. Merci. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur le ministre des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour suprême, Excellences, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Monsieur le Président de la Chambre des huissiers de justice, Madame Bâtonnier, chers invités, à cette occasion solennelle qui réunit tout le corps judiciaire dans son ensemble, la Chambre nationale des commissaires-priseurs voudrait, par l'intermédiaire de son simple serviteur que je suis, profiter de cette opportunité pour présenter non seulement notre profession, ma profession à l'auguste assemblée ici présente, mais aussi d'exposer les quelques difficultés rencontrées et auxquelles nous solliciterons l'aide et l'apport de l'administration judiciaire dans leur résolution. La profession de commissaire-priseur, les difficultés aujourd'hui. Le grand public, d'une part, et le corps judiciaire dans son entièreté, d'autre part, connaissent-ils bien le commissaire-priseur? J'en doute. Car si j'en juge les nombreuses questions qui me sont posées tous les jours ici et là, non pas seulement par l'individu lambda, mais aussi et surtout par des professionnels du corps judiciaire, me réconfortent dans mon appréciation. Sous d'autres cieux,
d'autres personnes s'interrogent autrement. Comment faire estimer des objets en leur possession? Comment assurer un partage équitable entre leurs héritiers? De se défaire dans les meilleures conditions de meubler leur appartement ou, au contraire, d'en acquérir de nouveaux pour constituer ou compléter leur intérieur. Quelles sont les difficultés rencontrées par le commissaire-priseur dans l'exercice de sa profession aujourd'hui? Les réponses à toutes ces interrogations me renvoient à une présentation du commissaire-priseur à travers une historique de la profession, les conditions d'accès à la profession, le commissaire-priseur et ses activités, les difficultés du commissaire-priseur dans l'exercice de la profession. La profession très ancienne a pris naissance avec le développement des activités économiques impliquant des estimations, des échanges, des ventes. Certes, d'autres personnes plus futées, plus expérimentées que moi en ont retracé l'historique. Citons pour mémoire quelques noms, voire quelques références, telles que Cécilius Jucundus, l'ancêtre des commissaires-priseurs, dont les tablettes ont été retrouvées au cours des fouilles de Pompéi. Les maîtres-priseurs vendeurs de meubles, créés en France par un édit du roi Henri II en 1556. Les huissiers-priseurs sous Louis XIV, créés par un édit de 1691. Les huissiers commissaires-priseurs en 1713, supprimés à la Révolution en 1793. En raison des abus constatés après cette suppression, la profession fut rétablie par le premier consul pour Paris dès l'an 9 et pour les départements en 1816 sous l'appellation actuelle des titulaires, à savoir les commissaires-priseurs. En France, au terme d'une ordonnance prise le 2 novembre 1945, les attributions, les conditions d'accès à la profession de commissaire-priseur, de même que les règles de discipline ont été définies. Bien avant cette date, un arrêté réglementant l'organisation et le fonctionnement du service des commissaires-priseurs en Afrique occidentale française fut pris le 30 janvier 1932 par Dirac, gouverneur des colonies, secrétaire général du gouverneur général, chargé des affaires courantes, arrêté rendu applicable au Togo par un autre arrêté local, numéro 697, APA du 23 septembre 1947. Ces deux arrêtés ont régi la profession des commissaires-priseurs au Togo jusqu'à une période très récente. En effet, l'Assemblée nationale togolaise, à l'occasion de sa plénière du 27 décembre 2011, vota la loi numéro 2011-040 portant organisation de la profession de commissaire-priseur au Togo sous le sceau de l'État avec les signatures de M. le Président de la République, Fort Essouzina Nyasimbe, de M. le Premier ministre, Gilbert Kossou-Mumbo et de M. le Secrétaire général de la Présidence, Sissela Godia-Ouzou. Cette loi, bien qu'applicable, n'est toujours pas promulguée et pour cause. Jusqu'en 1994, où le premier commissaire-priseur attitré fut nommé, en l'occurrence Feu Dabadovi Théodore, la profession avait été exercée par des colons français et quelques nationaux en qualité de commissaire-priseur à l'homme. C'est le cas, entre autres, de Feu Aïe Tobassa Godazé, juge de paix et huissier de justice avant sa mort. Après cette première nomination, 5 autres suivront, à savoir Maître Ayob Gisèle Gabadoui, à qui la charge vacante de son feu père sera attribuée et qui décédera elle aussi en 2007. Elle a prêté serment en 1995. Il y a Paraiso Désiré qui abandonnera son cabinet et quittera le Togo jusqu'à ce jour. Il y a Maître Ozouk Christophe qui a prêté serment le 10 mai 1996 et a présidé la Chambre nationale des commissaires-priseurs jusqu'en octobre 2012. Atta Militor, qui est l'actuel président de la Chambre et qui a prêté serment le 10 mai 1996. Il y a Diogo Séverin qui a prêté serment en 1996.
par décret numéro 2007-109/PR portant nomination de commissaire président dans le ressort des tribunaux du Congo, 9 autres commissaires présidents ont été nommés, dont 8 dans le ressort du tribunal de première instance de premier classe de Lomé et 1 dans le ressort du tribunal de première instance de deuxième classe de Dapan. Il s'agit de Assefouné Modeste Abori, Mana Edmond à ressort, Mama Bako, Tong Barnabo, Takba Beoli, Pénina Bini, Komla Modeste Nazi, Mazama Essor, Tebien. À ce jour, la Chambre compte 12 commissaires-priseurs avec un bureau directeur de 5 membres. Après ce bref aperçu de l'histoire de la profession, nous traiterons les questions sur les conditions d'accès et les activités du commissaire-priseur. Les conditions d'accès à la profession, au terme de l'article 2 de la loi numéro 2011-040 portant organisation de la profession de commissaire-priseur. Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés de procéder dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur aux estimations et aux ventes publiques aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels après saisie. Ils ont seule compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et faire les inventaires et prisés correspondants. Ils procèdent concurremment avec les autres officiers publics ou ministériels aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et faire les inventaires et prisés correspondants. En outre, ils peuvent être commis pour inventorier des biens à titre d'expertise en vue d'un partage ou pour un contrat d'assurance sans que cela conduise nécessairement à l'organisation du vente aux enchères. Qui peut être commissaire-priseur? Toute personne ayant rempli les conditions d'accès à la profession, conditions qui sont contenues dans les dispositions de l'article 6 de la même loi. Par ailleurs, certaines personnes désireuses de postuler une charge de commissaire-priseur sont dispensées des conditions de diplôme et d'examen d'accès. C'est l'article 9 de la même loi. Les activités du commissaire-priseur, essentiellement diverses, les activités du commissaire-priseur touchent toutes les branches de l'économie et se manifestent dans deux directions souvent complémentaires. Les prises et les estimations, les ventes publiques aux enchères. Le commissaire-priseur, avons-nous vu, est un officier ministériel, c'est-à-dire qui a seule qualité pour faire certains actes. Prises de meubles dans les inventaires réguliers, prescrits par la loi ou ordonnés par décision de justice, mais en raison de ses conditions spéciales et de sa grande habitude des objets, il est aussi souvent demandé par toute personne désireuse de faire estimer tout partie de son patrimoine mobilier. En matière de faillite ou de liquidation de société, si au terme de la loi, l'inventaire des facultés mobilières du commerçant ou de l'industriel est dressé par l'administrateur syndic, il faut remarquer que ce dernier se fait couramment aider par la rédaction de cet inventaire par un commissaire-priseur. La vente aux enchères publiques n'est pas le corollaire des prisés ou des estimations à caractère judiciaire, mais aussi le mode de réalisation de leurs objets que choisissent de nombreux amateurs ou collecteurs, qu'il s'agisse de mobilier courant, objets d'art de caractère international, de matériel. Ne pouvant acheter ni revendre pour son propre compte dans les opérations qu'il dirige, et cela sous peine de graves sanctions, le commissaire-priseur joue auprès de la clientèle un rôle recherché d'arbitre et de conseil. Aussi, lors d'une vente publique, le commissaire-priseur attire en face de lui un nombre toujours croissant d'amateurs éventuels, toujours à l'affût de l'objet rare ou curieux, voire même de l'objet utilitaire, heureux de ramener chez eux leur trouvaille dont chacune d'elles aura sa propre histoire. Le libre jeu des enchères est ouvert à tous, car tout un chacun peut se présenter sous la seule réserve qu'il soit majeur, source d'intérêt et d'émulation, et c'est ce qui faisait porter par l'écrivain peintre Edmond Huot de Goncourt ce jugement de valeur sur les ventes aux enchères lorsqu'il écrivait dans son testament ce qui suit. Ma volonté est que mes dessins, mes estampes, mes bibelots, mes livres
Enfin, les choses d'art qui ont fait le bonheur de ma vie n'est pas la froide tombe d'une musée et le regard bête du passant indifférent, et je demande qu'il soit éparpillé sous les coups de marteau du commissaire-priseur et que la jouissance que m'a procuré l'acquisition de chacun d'eux soit redonnée pour chacun d'eux à un héritier de mes goûts. Quelles sont les difficultés de la profession? Elles sont à deux niveaux, à savoir le niveau structurel et le niveau fonctionnement. Les difficultés sur le plan structurel sont essentiellement liées non seulement à la profession elle-même, mais aussi et surtout à la vie de la Chambre nationale des commissaires-priseurs qui ne dispose pas encore de siège ni de salle de vente, de structures fondamentales devant donner une visibilité et une vitalité à la profession. La jeunesse relative de la profession Togo, l'oubli quelquefois constaté de son existence, même par l'administration judiciaire, ne facilite pas les choses. Je ne passe pas sous silence les difficultés rencontrées dans la codification de la profession de commissaire-priseur. Pendant longtemps, elle était régie par un texte colonial obsolète, et ce jusqu'au 27 décembre 2011, où les nouveaux statuts ont été adoptés par l'Assemblée nationale du Togo. Seulement, ce dernier texte traîne lui aussi une boulette, raison pour laquelle la Chambre a introduit une requête auprès du président de la République pour solliciter une seconde lecture par l'Assemblée nationale. La procédure suit son cours. Les difficultés de fonctionnement, elles sont relatives à celles précédemment relevées. En effet, le fonctionnement des cabinets de la Chambre est confronté à plusieurs problèmes. Entre autres, le défaut de maîtrise des procédures dû essentiellement au manque de formation appropriée, l'oubli des juges dans la désignation des commissaires-priseurs ou des dossiers de succession, de liquidation judiciaire, de faillite, etc. Ce qui devait en principe faire fonctionner les cabinets étant entendu qu'ils seront bien pourvus en dossier en moyens financiers. La Chambre qui fonctionne au gré et au crochet du président en exercice, car ne disposant pas de cadre particulier et approprié. À cette occasion donc, la Chambre sollicite qu'il plaise aux tribunaux, au cours d'appel, de prendre en considération et en cœur nos problèmes énumérés plus haut et de voir dans quelle mesure certains d'entre eux pourraient être solutionnés par leur seule volonté à compter de cette nouvelle rentrée judiciaire. Certes, nous continuerons de notre côté de mener la lutte comme cela se doit, avec toutes nos énergies pour la sauvegarde de cette profession longtemps chérie, avec une passion inouïe par nos aïeux et nos devanciers. Je vous remercie. Nous invitons à présent Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats à prendre la parole. Merci de me donner la parole. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et de la consolidation de la démocratie, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Monsieur les chefs traditionnels représentant nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général près la Cour d'appel, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les magistrats de vos grades et qualités, Madame la Présidente de la Chambre nationale des notaires, Monsieur le Président de la Chambre nationale des huissiers, Monsieur le Président de la Chambre des commissaires-priseurs, Messieurs les bâtonniers, mes chers consoeurs, mes chers confrères, honorables invités en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs. La justice est une œuvre commune qui implique, outre les magistrats,
d'autres acteurs, avocats, notaires, commissaires, priseurs, huissiers, greffiers, etc. Elle exige des moyens humains, matériels et de bonnes conditions de travail pour stimuler la disponibilité et le sens du devoir des acteurs. Donner la parole, Monsieur le Président, aux auxiliaires de justice à cette occasion de la rentrée judiciaire constitue assurément un privilège pour nous tous et nous vous en savons gré. L'Ordre des avocats du Togo, par ma voix, se réjouit tout particulièrement de la réactivation d'une vieille tradition qu'est la rentrée judiciaire. Par son pouvoir, qui s'est relayé sans difficulté le passé au présent, la tradition nous permet d'oser reprendre aujourd'hui nos bonnes habitudes là où nous les avions entre-temps posées. Ces bonnes habitudes, mises sous éteignoir, ont donc favorisé que les voiles les plus noires et les plus épaisses puissent se répandre sur notre justice. C'est pourquoi nous saluons le retour de la lumière, né de la volonté commune de tous les acteurs de la justice ici présents, afin de porter notre justice vers des sommets où l'attendent nos concitoyens. Comme chacun a eu à le constater, nos concitoyens nous renvoient une image non reluisante de notre justice. Et c'est souvent à raison. Dans leur quête de justice, ils disent qu'ils sont souvent confrontés à un chemin de croix parsemé d'incompréhension, d'arbitraire, de négligence, de cupidité, de feu, de corruption et j'en passe. Que faut-il alors faire pour que la lumière réapparaisse des ténèbres par l'entremise de notre rentrée judiciaire, symbole d'un nouveau départ? Qu'il nous soit donc permis de proposer quelques pistes de réflexion dont l'essence sera puisée dans l'une des pensées fortes du philosophe Kant. Il écrivait ceci: c'est dans la justice qui résulte de l'harmonie en l'homme, entre les appétits, le cœur et la raison, sous la conduite de la raison, que se trouve le bonheur. Puisque la finalité est le bonheur de nos concitoyens, nous avons l'impérieux devoir de le leur offrir, étant donné que la justice est rendue en leur nom. Pour ce faire, en notre qualité d'acteurs de la justice et dans notre diversité source de richesse, il m'apparaît indispensable qu'une remise en cause sérieuse et constante se fasse au niveau de chaque corporation, car la justice d'un pays est la somme des engagements de tous les acteurs qui y concourent. Il nous faut donc comprendre et intégrer que c'est lorsque chacun des acteurs de la justice remplira efficacement sa fonction dans le cadre des compétences à lui attribuées par la loi que nous remplirons ensemble notre devoir envers nos concitoyens. Le barreau, pour sa part, s'efforce à faire passer le message de la nécessité de l'équilibre de l'avocat dans sa mission. C'est donc pour cela que celui-ci est désormais appelé à un changement de mentalité. Tant que l'avocat n'aura pas ancré en nous-mêmes la notion de justice, sa mission ne serait que gâcheur. Il nous revient de s'investir pleinement en donnant à chaque fois le meilleur de lui-même. Les procédures initiées parfois inutilement ne sont pas de nature à favoriser la tâche des uns et des autres. Sollicité par nos concitoyens en quête de justice, l'avocat doit mettre en exergue ses qualités de conseiller en s'armant de courage et de patience pour bien éclairer son client sur l'inopportunité d'une action en justice quand il sait que la cause de celui-ci ne peut guère prospérer, et ce, à l'instar de nos illustres confrères pionniers de notre barreau. J'ai nommé Maître d'Almeida, Maître Abouibor, Maître Kofigo, Maître Ocancé et avant eux, Maître Santos. L'avocat, disais-je, Monsieur le Président, doit œuvrer inlassablement au désengorgement des rôles de nos cours et tribunaux en proposant quelquefois à ses clients
les médiations et les conciliations. La véritable justice doit résulter en équilibre et en harmonie de l'avocat lui-même. Ainsi, ses rapports avec ses clients dans le cadre du suivi des dossiers et de ses honoraires seront transparents et non conflictuels. Sa fonction, dont les valeurs clés sont la noblesse d'esprit, la probité morale, le sens de l'honneur, l'oblige à beaucoup d'élégance, de courtoisie, de dignité dans ses rapports avec tous ceux qui œuvrent à rendre la justice. À l'instar d'une sentinelle de droit et de l'état de droit, l'avocat contribuera par son comportement exemplaire aux côtés des autres acteurs de la justice à l'avènement d'une justice saine et juste. Il est clair qu'en définitive, une justice injuste contient les germes d'une situation extrêmement dangereuse pour une société. Supposé être maître de la parole et de la connaissance, il doit s'obliger aussi à un rôle d'éducateur de ses concitoyens sur le plan de leurs devoirs, de leurs droits et devoirs. Homme équilibré, l'avocat doit toujours faire appel à la raison, qui induit le discernement nécessaire pour être un frein à l'injustice. L'action pour une justice saine commence généralement à l'intérieur de tout individu, avant qu'elle ne débouche sur l'extérieur. Elle fait que l'homme juste, je veux dire l'avocat, ne permettra jamais qu'aucune partie de son être ne soit associée à une injustice sous toutes ses formes. Ce faisant, il deviendra aussi un véritable artisan de la paix civile. Monsieur le Président de la Cour, honorables invités, mes chers collègues acteurs de la justice, voici succinctement présenté le chantier auquel s'attaque depuis quelque temps déjà le barreau pour l'avènement d'une justice saine et équitable à rendre par nos tribunaux et cours. Toutefois, Monsieur le Président, comment une décision de justice saine et équitable soit-elle pourra-t-elle faire le bonheur de nos concitoyens si elle venait encore à souffrir des délais trop longs de formalisation par le corps des greffiers? À cet effet, je voudrais saluer votre initiative, Monsieur le Président, et vous féliciter pour les réflexions que vous menez ensemble avec Monsieur le Procureur général et auxquelles vous avez associé notre barreau afin que le cadre de travail des greffiers soit aux normes et que la délivrance des expéditions de justice ne soit point un parcours de combattant. L'Ordre des avocats, par ma voix, s'engage à vous accompagner afin que ceci devienne une réalité. Enfin, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de vous inviter, vous tous, ici ou ailleurs, à nous interpeller à chaque fois où nous aurons à nous écarter de notre feuille de route ainsi présentée. Je vous remercie. Nous invitons à présent le représentant des greffiers de la Cour d'appel de Lomé pour son intervention. Je vous remercie. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le ministre des Droits de l'Homme et de la Consolidation de la démocratie, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Président de la Cour d'appel, Monsieur le Procureur général, Monsieur le greffier en chef, honorables invités, Messieurs les auxiliaires de justice, Mesdames et Messieurs, nous sommes très ravis, nous greffiers, pour l'honneur qui nous a fait de prendre la parole pour nous exprimer en cette audience solennelle de la Cour d'appel de Lomé. C'est un privilège, en ce que c'est la toute première fois que cet exercice nous a autorisés à des occasions comme celle-ci. C'est bien un secret de Polichinelle. Le corps des greffiers est l'un des plus méconnus de notre appareil judiciaire. Et pourtant, il revêt une importance non négligeable. Sous officieux, la fonction de greffier est très bien valorisée. C'est avec regret que nous établissons le constat que chez nous, c'est loin d'être le cas. En effet, les greffiers sont les collaborateurs directs du magistrat. Ils sont à la fois les gestionnaires et les témoins des procédures judiciaires. Leur présence est obligatoire lors des procès. Aux côtés du juge qui dit le droit,
Le greffier le construit par écrit et garantit l'authenticité des décisions du juge. Il enregistre les demandes des plaignants, notifie les jugements intéressés et conserve les traces des actes et jugements traces écrites et en bonne copie. Il assiste à toutes les audiences et garde les traces écrites. Il consigne tous les interrogatoires menés par les juges d'instruction, tient les registres du tribunal. Il délivre au public les copies des divers documents judiciaires. Ce sont eux qui peuvent informer de l'état d'un procès et délivrer copie du jugement. Bref, le